Nicolas Hulot claque la porte du gouvernement Philippe. Glyphosate, énergie, chasse et bien d'autres, le ministre de la Transition écologique et solidaire aura avalé des couleuvres pendant 15 mois en laissant agiter son image par le président de la République. Bilan de son ministère, un énorme fiasco. Pour anticiper les défaillances de Parcoursup, de nombreux lycéens ont fait appel à des sociétés de soutien scolaire pendant l'été, une aubaine pour les prestataires privés et un désaveu pour l'enseignement public français. Madame, Monsieur, bonsoir. Nicolas Hulot claque la porte du gouvernement. Après avoir enchaîné les échecs, l'ancien présentateur d'Ushuaïa a annoncé sa démission du ministère de la Transition écologique et solidaire ce mardi matin, sans avoir prévenu personne. Élise Blaise. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à se mettre en situation d'arrêter l'artificialisation des sols? La réponse est non. Non, décidément non. En 15 mois, Nicolas Hulot n'aura pas réussi à s'imposer au gouvernement au point d'annoncer sa démission ce mardi matin. Chaque dossier ouvert par l'écologiste aura donné lieu à un revers ou à un échec cuisant. Utilisé pour son image par Emmanuel Macron dès le début de son quinquennat, Hulot en a visiblement eu assez de jouer les cautions vertes. Si certains, comme Mélenchon, y voyaient un crève-cœur, son arrivée au gouvernement avait suscité les espoirs de beaucoup d'autres. Son engagement dans la dénucléarisation avait même été reconnu au point de faire baisser l'action d'EDF à l'annonce de son arrivée au ministère. Une chute rapidement compensée à l'époque grâce à la nomination d'Édouard Philippe, un ancien d'Areva, à Matignon. Et dès novembre 2017, Nicolas Hulot déclare que la France ne pourra pas tenir ses objectifs de ramener la part du nucléaire à 50% à horizon 2025. Un premier reniement pour les ONG environnementales, car jusque-là, Hulot était le monsieur climat de François Hollande, présenté comme artisan de la COP21. Pour autant, l'ancien président estime que l'écologiste ne s'intéresse réellement qu'à lui-même. Une mascarade que l'égérie française Brigitte Bardot aura eu à cœur de révéler depuis plusieurs mois. En effet, la star engagée a dénoncé son impuissance politique ainsi que son inaction pour défendre la protection animale. La dernière fête musulmane de l'Aïd el-Kébir, où un nombre très important d'entorses au règlement a été constaté, aura encore montré le peu d'implication de l'État pour la défense des animaux. En effet, si quelques 400 moutons ont été sauvés par la Fondation Bardot, combien ont été égorgés dans des conditions d'hygiène aussi lamentables que les conditions d'abattage? Et pourtant, silence radio des écolos. Mais avec Nicolas Hulot, pas de quartier pour les moutons, mais pas pour les loups non plus. En effet, en juin 2017, il avait accepté de signer un arrêté pour autoriser l'abattage de 2 loups supplémentaires. Une décision évidemment critiquée par les défenseurs des animaux, mais également jugée inutile par le plus grand nombre. En effet, on imagine mal que l'élimination de 2 prédateurs suffise à changer durablement l'avenir des bergers, lesquels ont bien souvent déserté leurs troupeaux. Mais Hulot s'était efforcé de justifier sa décision. Et notamment parce que j'ai donné une autorisation dans des circonstances très précises de ce qu'on appelle 2 tirs de défense renforcés. Parce que dans cette période de montée à l'estive, il se trouve que dans des territoires très précis, il y a des situations particulièrement tragiques. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est un sujet évidemment sensible qui me met dans une situation difficile parce que j'espère que personne ne doute de mon amour immodéré pour la vie sauvage. Le rendez-vous avec les chasseurs lundi aura peut-être été la couleuvre de trop. Le ministre de l'écologie avait en effet été présenté comme excédé après l'annonce des différentes mesures en faveur des chasseurs. Quoi qu'il en soit, la santé humaine n'aura pas bénéficié davantage des compétences du ministre que la protection animale. En effet, si Nicolas Hulot est resté muet sur les effets secondaires potentiels de certains vaccins, ses paroles n'auront pas été plus efficaces pour l'interdiction du glyphosate, le composant essentiel du pesticide Roundup, malgré un statut de cancérigène probable. Pourtant, le ministre s'est plu à alerter à plusieurs reprises sur les effets des perturbateurs endocriniens contenus dans une part de plus en plus importante de la nourriture, mais il aura dans le même temps brillé par son absence aux États généraux de l'alimentation.
Et on ne pourrait évoquer les 15 mois du ministre Hulot sans évoquer l'accusation d'agression sexuelle formulée par Pascal Mitterrand, une petite fille de l'ancien président. Des faits qui remonteraient à 1999, révélés par Hebdo, un magazine mort depuis, malgré le scoop. Si le ministre a toujours nié les faits, il aura toutefois été éclaboussé par le scandale, d'autant plus que les révélations étaient concomitantes avec celles à l'encontre de Gérald Darmanin. Et au rang de la vie privée, la presse avait également révélé que Nicolas Hulot possédait à lui seul 6 voitures, une moto, un scooter électrique ainsi qu'un bateau motorisé. Une écurie luxueuse donc pour celui qui affirmait rouler à 95% en électrique. Une attitude que reprendra sans doute Jean-Luc Benamias, l'ancien candidat à la primaire de gauche, dans son livre Le paradoxe Monsieur Hulot, dont la sortie, prévue mercredi, va bénéficier d'une rampe de lancement. Ainsi donc, entre son action au gouvernement et ses actes concrets, Nicolas Hulot est parti avec un bilan nul. Pour autant, son départ aura un mérite, dévoiler au grand jour la supercherie d'Emmanuel Macron dans le domaine écologique. En effet, le président, qui affectionne les grands discours sur le climat, aura eu à cœur de sabrer toutes les infimes initiatives de Nicolas Hulot, qui n'aura décidément servi que d'alibi, un rôle qui ne va pas être si facile à remplacer. Le soutien scolaire privé remercie Parcoursup. À quelques jours de la rentrée, de nombreux lycéens ont déjà pris une longueur d'avance pendant les vacances en faisant appel aux sociétés de soutien scolaire privé. Malgré les tarifs exorbitants, les futurs bacheliers espèrent ainsi échapper au déboire du nouveau système d'affectation. Parcoursup, atout numéro 1 du soutien scolaire privé. Alors que la rentrée des classes se profile, l'été n'a pas été de tout repos pour de nombreux collégiens et lycéens. Souhaitant redémarrer l'année scolaire sur de bons rails, de plus en plus d'élèves font appel à des sociétés de soutien scolaire pendant les vacances estivales. Un engouement qui place la France au premier rang du marché de soutien scolaire privé dans l'Union européenne, selon une étude Exerfi de 2017. Toujours selon ce rapport, la demande irait croissant, progressant de 1 à 2% chaque année. Si le marché du soutien scolaire profite de l'anxiété des élèves et de la défiance des parents à l'égard du système éducatif, un nouveau facteur est à prendre en compte, Parcoursup. En effet, le nouveau système d'affectation vers l'enseignement supérieur enchaîne les déboires alors que 60 000 bacheliers 2018 sont toujours sur liste d'attente. Ainsi, la défiance est de mise et les startups de soutien privé l'ont bien compris. En témoignent des SMS d'organismes ou d'écoles privées reçus cet été par de nombreux lycéens qui font la promotion de leurs services au refoulé de Parcoursup. Sur ces messages, on pouvait lire « Désormais, vous n'avez plus le droit à l'erreur ». Une pression mise avant même la rentrée scolaire qui en a convaincu plus d'un malgré la problématique financière. En effet, les cours privés peuvent parfois être facturés 50 € de l'heure. Un service de luxe donc, mais au diable l'avarice quand il est question de la réussite scolaire de leur progéniture. D'ailleurs, les parents ont même tendance à payer le prix fort en pensant qu'il s'agit d'un gage de bons résultats. Cependant, de nombreuses bourses ne peuvent pas se le permettre. Ainsi, les inégalités entre élèves se creusent. Pourtant, la recherche de bons résultats est devenue une quasi-obligation puisque Parcoursup accorde une importance nouvelle au bulletin de notes des lycéens. Si les défaillances et les volontés de l'État font le bonheur des sociétés privées de soutien scolaire qui surfent sur l'angoisse de Parcoursup, une nouvelle fois, les élèves se retrouvent dos au mur avant même d'avoir regagné les bancs du lycée. Des hommes remplacés par des robots, c'est le scénario catastrophe envisagé par de nombreux observateurs de la vie économique. Et pourtant, en regardant de plus près, on se rend compte que le capital humain demeure indispensable au marché du travail. Olivier Frère-Jacques. La révolution industrielle enfanta de la robotisation, viendra ensuite la numérisation couplée et même souvent imbriquée à la robotisation. Des évolutions majeures qui bouleversent en permanence le marché de l'emploi et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans certains secteurs comme la banque assurance, en 30 ans, les métiers d'employés ont vu leurs effectifs fondre de 356 000 en 1986 à 221 000 en 2016, soit une baisse de 38%. Un exemple parmi bien d'autres. Dans les prochaines victimes désignées, on retrouve, selon le think tank libéral Institut Sapiens, les métiers de comptable, de caissier, de secrétaire de direction et de manutentionnaire. Des pans entiers du marché du travail seraient ainsi amenés à disparaître.
Et pourtant, ce changement rapide et général qui arrive sur un marché de l'emploi en renouvellement permanent est à tempérer. En effet, les changements de métier et les changements de fonction pour des postes déjà existants et l'adaptation à la nouveauté, qu'elle soit technique, administrative ou externe, ont toujours été au cœur des systèmes économiques et du marché de l'emploi. La différence est qu'aujourd'hui, les personnes doivent être aptes à exercer plusieurs métiers dans une même vie, la vitesse des changements structurels comme l'arrivée d'Internet ayant considérablement changé l'environnement économique. De là à affirmer que tel ou tel secteur n'aura plus recours au capital humain, il y a un fossé et même probablement une erreur. En effet, les marabouts de l'économie prédisaient il y a moins d'une décennie la suppression du métier de caissière. Or, ce métier a changé et la caissière d'hier est non seulement maintenue dans de nombreux magasins et lorsqu'elle est remplacée par une caisse automatique, un travailleur au moins est toujours nécessaire pour le contrôle des machines. Le mirage de la fin de la pénibilité du travail semble aussi avoir pris du plomb dans l'aile. Ainsi, la dématérialisation du travail observée notamment avec l'avènement de la vente en ligne était censée mettre fin aux tâches de manutention en magasin. Or, à présent, des métiers qui avaient disparu renaissent et avec eux, leur lot de pénibilité réapparaissent, comme le métier de livreur, que ce soit pour la distribution de biens de consommation ou pour le secteur alimentaire. Ajoutez à cela que jamais des sociétés comme Amazon et eBay n'avaient autant recruté de bras dans leurs entrepôts et vous aurez finalement un point de vue sur la disparition de l'emploi bien différent. Face à ce marché en permanente évolution, la question de la formation devient primordiale. La formation continue, pour laquelle les travailleurs doivent de plus en plus être à l'initiative, mais aussi la formation initiale dans les écoles, dès le plus jeune âge et jusqu'au banc de la faculté. Et paradoxalement, l'avènement du numérique et de la haute technologie pourrait s'avérer être favorable à un regain des sciences humaines. La technique étant de plus en plus liée à l'intuitif et les métiers contemporains s'apprenant beaucoup sur le tas, les études peuvent plus que jamais avoir un rôle de structuration de l'esprit et de développement de la culture. Restent néanmoins les domaines de l'ingénierie qui demeurent plus que jamais des valeurs sûres. Le remplacement de l'homme par la machine à la faveur de la robotisation, de la numérisation ou de l'intelligence artificielle s'inscrit plus largement dans une logique naturelle et souvent légitime de défiance à l'égard de la technique, des peurs qui ne sont pas vraiment nouvelles et qui sont la suite logique des craintes millénaristes que l'Occident a déjà connues ou que les mythes apocalyptiques ou le joachisme du XIIe siècle. Et on reste avec Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Une annonce d'un goût qui peut paraître douteux sur un site de vente en ligne. Posté depuis le département de l'Ain, la proposition de vente concernait une jeune fille d'apparence mineure sur un site de vente d'accessoires et de vêtements d'occasion. À côté de l'annonce, un commentaire indique l'état satisfaisant de la fille qualifiée comme un produit et évaluée à 1 000 €. C'est une élue du Rassemblement national de Rouen, Claire Pradel, qui a alerté la police. L'auteur de l'annonce va à présent être identifié et les enquêteurs devraient pouvoir définir s'il s'agissait d'une blague un peu glauque ou d'un trafic d'êtres humains. Et toujours au registre des blagues qui ne font pas l'unanimité, le député de la 8e circonscription des Français de l'étranger, Meyer Habib, a reçu à son bureau de l'Assemblée nationale une lettre de menace avec de la poudre blanche. C'est son collaborateur présent sur place qui a ouvert le document et alerté la sécurité, causant l'évacuation d'une aile du Palais Bourbon. Après expertise, la menace a été écartée puisqu'il s'agissait de sucre glace. L'Assemblée nationale va porter plainte. De son côté, le député Habib joue la carte de la victime, se disant souvent menacé de mort et inquiet pour la France. Et une fournée de mariage du côté de la secte Moon en Corée. 2000 couples venant de 64 pays se sont mariés lors d'une cérémonie de l'église de l'unification, aussi appelée secte Moon. Une cérémonie pas très intime. Vidéo. La secte Moon rassemble plusieurs millions de membres dans le monde. En France, elle s'était fait connaître pour son soutien financier au Front National avec lequel elle partageait un sentiment d'anticommunisme. Refoulés d'un stade, ils font le match sur le parking. Samedi, 2 supporters du stade Malherbe de Caen se sont vus refuser l'entrée du stade de la Beaujoire à Nantes parce qu'ils avaient manifestement trop bu. Pour passer le temps en attendant la fin du match, le couple s'est mis à faire l'amour, le tout sous les yeux des forces de l'ordre. Étant les seuls spectateurs des ébats, les CRS n'ont pas pu les interpeller pour exhibition sexuelle. Les amoureux ont finalement pu regagner le bus des supporters à la fin du match et repartir sans problème.
On approche de la fin de cette édition. Dans un instant, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Pour sa rentrée, Christopher Lann nous parle du bombardement de Dresde pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans la nuit du 13 au 14 février 1945, l'aviation britannique et américaine déverse une pluie de bombes incendiaires sur la ville allemande de Dresde. Au total, ce sont 1300 bombardiers qui ont largué plus de 3900 tonnes de bombes, faisant, selon les estimations, plus de 35 000 tués chez les civils. Et si je vous en parle, c'est parce qu'aujourd'hui encore, l'intérêt stratégique de cette opération sur Dresde est fortement contesté. D'un côté, on avance que Dresde était un important centre industriel et surtout un nœud de communication majeur par rapport au déplacement à l'avancée de l'armée rouge, donc il y avait un intérêt stratégique. Mais de l'autre côté, eh bien, on soupçonne les Anglais d'avoir voulu venger les bombardements allemands sur Londres et particulièrement sur Coventry en 1940. En plus de ça, l'intérêt pour les Anglais, c'était de terrifier, de briser le moral de la population allemande et surtout, là c'est plus géopolitique, d'impressionner les soviétiques en vue de la guerre froide à venir. Alors qu'en est-il vraiment? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Il y a des sujets qu'on regrette d'avoir toujours repoussés au lendemain, mais là le lendemain est tout trouvé, c'est un lendemain de fête, c'est la fête du 15 août au village, et le sujet que je m'étais promis d'aborder refait surface à cette occasion, c'est celui des gens abîmés par la vie, par le travail, et on peut dire que nous avons au moins à Campagnol une occasion dans l'année de voir un défilé de ce qu'on peut appeler les gueules cassées de l'existence, c'est le festival des vieux tracteurs. Oui, chez nous, comme dans nombre d'endroits en France, enfin j'imagine, on défile une fois par an au volant de tracteurs qui parfois remontent aux années 30, dans une pétarade assez invraisemblable, dans une puanteur aussi due au diesel un peu déréglé. La procession qui est très longue serpente entre les façades sous les applaudissements, puis les tracteurs vont se garer dans un champ au sommet du village, et là, les gens viennent les contempler, tout fumant, entre les cubes de paille. Alors quand vous changez légèrement de regard, quand vous ne photographiez plus les mécaniques mais les conducteurs, vous êtes quand même tout de suite frappé par cette autre galerie, cet autre défilé qui ne suscite pas la même curiosité. Ce sont les figures des gens qui ont passé leur vie au champ à réparer des voitures, des toitures, à couper du bois, à poser des clôtures, le tout dans un pays qui, même s'il est du sud, est situé à 600 ou 800 mètres d'altitude, ce qui veut dire que les hivers y sont rigoureux, pluvieux, boueux, et qu'il y a 1000 tâches d'agriculture ou de maçonnerie qu'on réalise comme ça à main nue, sans autre protection qu'une casquette, et qu'après 40 ans de ce régime, eh ben, les jours de défilé, on voit le résultat. Et pas seulement sur les visages, qui trahissent tout de même une fatigue générale assez émouvante, mais aussi et surtout sur les silhouettes. Comme c'est l'été, les gens, les hommes et les femmes qui ne font pas partie du club des touristes en Lacoste, circulent en vêtements courts, en sandales, les épaules et les jambes nues. Et là, on voit tout de suite ceux qui ont forcé, comme on dit, entre 30 et 40. Je dis forcé, pas forci, hein. Au contraire, ils sont plutôt maigrichons. C'est-à-dire que pour les hommes, souvent, ils ont porté des charges trop lourdes de manière répétée, et parfois dès leur plus jeune âge, ce qui leur donne à 70 ans des embarqués, un dos rond, une attitude à la Quasimodo. Quant aux femmes, elles ont plutôt les épaules affaissées par l'arrière, les avant-bras griffés, une coiffure approximative, les mains nouées par l'arthrose, aucun souci du vêtement. Et quand on compare avec le reste de l'humanité qui les entoure, c'est moins avec les touristes que la différence saute aux yeux, parce que chez nous, les touristes n'ont quand même rien à voir avec ceux qui vont à la plage. Non, la comparaison est frappante quand elle concerne le reste de la population qu'on pourrait appeler officielle.
C'est-à-dire celles qu'on voit dans les journaux et les publicités, celles qui peuplent les premières pages des magazines de l'été au bar, marchands de journaux, celles qu'on voit à la télé, quoi. Il y a quand même des jours où on aimerait filmer le regard un peu triste de certaines femmes de 50 ans qui ont travaillé dans les bergeries, qui ont élevé 3 enfants, qui ont manqué d'argent, de considération, de temps pour lire, pour apprendre, et qui en plus sont devenues assez laides. On aimerait les filmer pendant le passage d'une publicité sur la télé du salon, quand la voix vous dit « Comment va faire Noémie pour hydrater sa peau ?» Parmi les gens normaux, ceux qui ont du mal à vivre et parfois à subsister, on sent quand même que la lassitude se transforme tout doucement en colère. On les comprend, ils voient que la dernière chose qui leur restait, c'est-à-dire la considération et parfois l'admiration qu'on avait pour eux, parce qu'ils faisaient face, parce qu'ils étaient courageux, parce qu'ils ne se plaignaient jamais, eh bien, tout ça devient désormais un objet de moquerie, de dédain, parfois même chez leurs propres enfants qui leur disent « Tu as été bien bête de t'abrutir au travail, alors là, désolé, mais très peu pour moi ». Et bien, en ce sens, depuis quelques années, l'irruption dans leur univers des télévisions privées du genre LCI ou BFM TV a été un désastre, parce que toutes ces publicités, là, s'y adressent à des gens dont le mode de vie est une offense permanente, quotidienne aux gens simples. Quand on voit à longueur de reportage des gens aisés, bien habillés, qui sortent d'une thalasso pour aller entrer dans une voiture à 30 plaques, comme ils disent, eh ben, on veut plus regarder la télé. Mais ils ne peuvent pas, nos ruraux, sans empêcher leurs enfants ni leurs neveux de le faire. Et d'ailleurs, le jour du défilé, des vieux tracteurs, là, on ne voyait pratiquement aucun adolescent, comme s'il réprouvait en bloc cette humanité qui est tellement éloignée de Justin Bieber et de Rihanna qu'elle leur paraît honteuse. Eh bien, nous, à Campagnol TVL, c'est le contraire. Et si c'est votre cas aussi, dites-le à vos amis. Ça se retrouve sur YouTube. Merci.